le peuple français est un peuple composite. Souvenons-nous qu'à Valmy, les gens ne parlaient pas la même langue et ne juraient même pas le même Dieu. Et nous avons été toujours ce peuple composite. Je le mentionne pour rappeler que la laïcité n'est pas le résultat d'un colloque savant réussi, mais de 3 siècles de guerre civile ouverte ou larvée entre catholiques et protestants, étant mis en facteur commun que la persécution des juifs a commencé en l'an 1000 et s'est poursuivie ensuite tranquillement de génération en génération. C'est donc comme un aboutissement à une solution à ces massacres incessants, à ces guerres interminables, à ces droits communautaires spéciaux que les gens exigeaient pour se méfier des autres, que la nation française s'est constituée, mais elle s'est constituée réellement lorsqu'elle est devenue une république. C'est alors qu'ont abouti les efforts séculaires de ceux qui s'étaient battus pour que l'ordre politique soit préexistant à l'ordre religieux et à l'ordre héréditaire. C'est très important que ce cheminement. Quand Montaigne et les autres, au plus noir des guerres de religion, font le pari, étant catholiques, d'opter pour un roi protestant, au motif politique qu'il était l'aîné de la branche aînée et que donc ça en faisait le roi de tous les Français. Un acte politique extraordinaire de mise à distance de la relation du politique à la religion était posé. On aurait pu chercher avant Philippe le Bel et sa bataille pour ne pas se laisser imposer par le pape sa juridiction. Mais je vais aller vite. Et c'est à travers ce travail que nous pouvons comprendre ce qu'est être français. Ça nous singularise. Nous écrivons sur nos bâtiments publics « Liberté, égalité, fraternité ». Nous sommes en ce sens le peuple le plus avancé du monde. Nos amis allemands ont réécrit sur le bâtiment du Bundestag « Den deutschen Volk », le peuple allemand, avec la connotation singulière du mot « Volk » en allemand, qui décrit en même temps une culture, une origine, et sans vouloir le réduire à ce qu'il n'est pas, une dimension qui n'est pas la nôtre. Aussi bien les racines sont très profondes. C'est François Ier, le premier, qui établit que qui naît sur la terre de France est français. Et ensuite, on a eu cette tradition aller plus loin. Qui touche la terre de France est libre, sauf les colonies. La générosité n'allait pas si loin que ça. Mais enfin, c'était ça que ça voulait dire. Qui touche la terre de France est libre. Qu'est-ce qu'être français? Posséder une carte d'identité. Point. Point final. Une carte d'identité. Le reste vient par la pratique commune, par l'amour, par la culture, par la vie ensemble, par la langue que nous partageons et avec laquelle nous échangeons. Mais jamais il ne faudra donner une définition du français qui soit autre chose que son appartenance au contrat politique, liberté, égalité, fraternité, carte d'identité, droit de vote. Tout le reste nous est donné par surcroît et sera toujours changeant. La langue française évolue, la relation aux religions évolue, le pays s'est profondément déconfessionnalisé. Et c'est bien pourquoi nous voyons tant de communautés exagérées, fanatisées, s'agiter sur le devant de la scène comme s'agitent ceux qui sont en train de se noyer. Le peuple français, dans toutes ses composantes, est un peuple tolérant, patient, tranquille, bonasse, camembert, Bordeaux, Beaujolais, musicien. Et nos enfants, quelle que soit l'origine de leurs parents et de leurs grands-parents, ne vont pas lire dans le code de la nationalité ce qu'ils ont le droit de se faire quand ils s'aiment. Tant mieux. Si bien que voici le peuple français dorénavant rebrassé en profondeur et uni à ses voisins par des liens plus forts qu'ils n'ont jamais été de toute son histoire. Voici une France maghrébine et républicaine qui est l'honneur de la patrie et qui est la nouvelle France, son nouvel horizon. Je suis moi-même, comme vous le savez, un maghrébin européen. Eh bien, je suis content de me voir aujourd'hui entouré par tant de nouveaux arrivants. Je ne vous infligerai pas la collection de mesures et de trouvailles
qui d'habitude tiennent lieu de programme. Pourquoi? Je suis un élu de banlieue, je l'ai été pendant 20 ans. J'ai entendu tous les discours sur le sujet et observé toutes les pratiques gouvernementales. Je m'arracherai un peu au contexte partisan en disant que je crois que maints gouvernements ont été de bonne volonté. Mais ils ont cru que si l'inégalité sociale se superposait avec l'inégalité territoriale, en réglant des problèmes qu'ils appelaient territoriaux, ils régleraient les autres problèmes. C'est l'inverse. Je me suis vu comme d'autres, repeindre des cages d'escalier, faire passer les jardiniers municipaux, organiser des plans jeunes, des plans banlieue, des plans été, et toutes ces choses qui témoignaient du fait que d'innombrables élus se sont battus sur le terrain avec une énergie et un dévouement total pour essayer de vider la mer avec leurs mains. C'est-à-dire que de faire face à toutes les carences sociales cantonnées dans un endroit en essayant de régler l'endroit. Non, c'est par l'autre bout qu'il faut prendre le problème. Et celui qui vous parle en a une expérience personnelle, ce n'est donc pas un propos théorique. Les mêmes HLM vendus à des petits bourgeois qui les achètent à un prix convenable, d'où sont expulsés les gens qui s'y trouvent, qui eux ne peuvent pas les acheter. Les mêmes bâtiments, situés aux mêmes endroits, du jour au lendemain se transforment du ghetto qu'ils étaient en un lieu envié et recherché par la collectivité. Et tout d'un coup, les investissements collectifs prennent la figure d'une rente de situation pour des gens qui n'ont rien fait pour les installer. Miracle. On voit donc que ce n'est pas le bâti, ce n'est pas la pelouse, ce n'est pas la peinture du hall qui change tout, c'est la situation sociale de ceux qui occupent ces quartiers. Par conséquent, la réponse à l'inégalité territoriale doit être une réponse à l'inégalité sociale. Tout le reste est du bavardage, qui ne tient souvent pas compte de la réalité vécue par ceux qui s'y trouvent. Je ne veux pas embellir le tableau, mais tout de même, ça suffit de montrer la banlieue comme un lieu de tous les échecs humains. Ce n'est pas vrai. Ces cités, on y fait aussi son bonheur. Nos enfants ne font pas que s'y perdre. Nombreux parmi eux connaissent un chemin de dignité et de décence et de belle vie. Ne le perdons jamais de vue. Alors, l'égalité, elle est d'abord globale et républicaine. Égalité des droits sociaux, et vous serez débarrassé des inégalités territoriales. Mais pour ça, payez le prix. Service public, d'abord emploi pour tout le monde. Service public, ne fermez plus la poste, ne fermez plus le dispensaire, ne supprimez plus le secteur psychiatrique, ne mettez pas la maternité hors de portée. Arrangez-vous pour qu'il y ait un bus qui passe là, plutôt que de demander à chacun d'avoir une voiture pour pouvoir aller faire ses courses à la grande surface que vous avez décidé de mettre à tel endroit, en supprimant tout le petit commerce qui était entre. Vous qui supportez tous les jours de voir des femmes pousser des caddies depuis la grande surface jusqu'à la barre, ce que vous n'accepteriez pas pour vos propres familles, pourquoi l'acceptez-vous pour celle des autres? La racine de l'inégalité territoriale, c'est l'inégalité sociale. Et c'est en combattant à cet endroit qu'on vaincra le mal dont nous sommes accablés.